Bonjour, une nouvelle vidéo pour faire le point du Covid sur notre territoire. Quelques nouvelles aussi. Donc, pour le point sanitaire, à l'échelle du groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire du département du Cantal, nous sommes à 48 hospitalisations contre 46 hier. Donc une progression de 2 personnes, mais en conclusion, je vous dirai mon interprétation. Sur la réanimation, il y a 10 personnes en réanimation, nous étions à 11 hier, donc ça diminue. Les décès, c'est toujours le même chiffre, donc 120 pour la veille, pareil. Le taux d'incidence. Alors le taux d'incidence pour 100 000 habitants, aujourd'hui il est à 158. Il était hier à 180 et la semaine dernière à 205. Ce qui veut dire que le taux d'incidence, les mesures prises de confinement ont amélioré. Et puis peut-être aussi la vaccination, parce que il y a quand même, on fera le point tout à l'heure, mais il y a beaucoup de personnes vaccinées aujourd'hui. Et donc ça fait une prise au virus un peu moins large. Donc le taux d'incidence diminue. Et aujourd'hui, les personnes qui rentrent en hospitalisation, eh bien, elles ont été infectées il y a peut-être 5, 6, 7 jours. Donc c'est une évolution logique qu'on soit passé de 46 à 48, malgré le taux d'incidence qui baisse. Pour les centres de vaccination, donc la vaccination hier, le 29 avril dans le Cantal, on était à 59 000 personnes, 331 exactement, qui ont reçu soit une première dose, soit les 2 doses. Donc c'est 7 713 personnes qui se sont fait vacciner de plus par rapport à la semaine dernière. Donc on a un taux de couverture qui augmente et qui, sur une population de 140 000 et peut-être 120 000 réellement vaccinables, vous voyez, on n'est pas loin de 60% si on exclut les enfants et puis les personnes qui vont refuser de se faire vacciner. Ça fonctionne, des doses vont arriver dans le mois de mai de façon beaucoup plus conséquente. Donc on continue à vacciner, que ce soit dans les 4 centres, le CMC, le Prisme, Saint-Flour et Mauriac, mais aussi les médecins traitants, les pharmacies, etc., etc. Donc tous ceux qui peuvent vacciner. Pour le Prisme, les horaires d'ouverture sont du lundi au samedi et rendez-vous bien sûr sur Doctolib. Hier, le président Macron nous a annoncé le calendrier, la proposition de calendrier de déconfinement avec 4 dates importantes. Alors c'est un calendrier qui est progressif et l'intégralité de ces mesures sont conditionnées quand même à l'évolution sanitaire donc, et au taux de vaccination et au taux d'incidence, mais on y reviendra. Lundi 3 mai, collège, lycée, réouverture, dans des conditions sanitaires particulières bien sûr, et fin du rayon de déplacement de 10 km autour de son lieu de résidence. Mercredi 19 mai, le couvre-feu va être repoussé à 21 h. La réouverture des commerces se fera bien sûr le 19 mai, et réouverture des terrasses, des musées, des cinémas et des théâtres avec des jauges limitées. Mercredi 9 juin, le couvre-feu sera repoussé à 23 h et réouverture annoncée des cafés, des restaurants, des salles de sport et des salons et foires expositions. Mercredi 30 juin, c'est la fin du couvre-feu, la fin de limite des jauges dans les établissements recevant du public. Alors évidemment, ça c'est le calendrier théorique. Il a été annoncé aussi des mesures qui pouvaient, dans le cadre de l'urgence sanitaire, modifier ce calendrier. Et il a été énoncé 3 critères par M. Macron. Le taux d'incidence qui pourrait être supérieur à 400, la remontée brusque de ce taux d'incidence et le niveau de saturation des services de réanimation. Donc vous voyez, chaque étape peut être conditionnée et adaptée aux conditions sanitaires du lieu. Donc, il y a les perspectives, mais ce n'est pas contractuel au sens propre du terme,
Et donc, ça peut être modifié à n'importe quel moment. Donc, prudence, respect des gestes sanitaires, port du masque. Et puis, il faut se faire vacciner. Hein. Donc, dans la mesure où les cibles vont pouvoir être élargies et qu'il va y avoir des vaccins, il faut se faire vacciner. Donc, actualité locale. Un important chantier va débuter la semaine prochaine au Carrefour Pompidou. Donc le Carrefour Pompidou, pour parler clairement, c'est le carrefour du McDonald's, hein, de Leclerc et de Leclerc Culture. Ce carrefour donc, va être impacté par des travaux qui nous avaient un ovoïde qui a été installé sur l'avenue des Pupilles et qui se poursuit et qui est utile notamment pour satisfaire aux conditions sanitaires des collectes des eaux usées, des collectes du pluvial, etc. Donc c'est un tuyau important, hein, puisqu'il fait entre 1 mètre et 1 mètre 40 de diamètre, et il faut descendre profond. Donc on va passer, le chantier va passer sous le carrefour. Donc pour préparer cette arrière, pour ne pas couper complètement le carrefour, parce que si on avait dû creuser, il aurait fallu couper le carrefour, on va passer dessous et sous la chaussée. Donc le chantier suppose une base importante pour pouvoir installer les engins qui vont creuser sous la chaussée à une certaine profondeur, hein, je crois que c'est 4 mètres. Donc le carrefour va être modifié, les feux vont plus pouvoir fonctionner, donc il va être installé un rond-point au milieu du carrefour et on va passer que sur une file montante et descendante, donc ça va perturber fortement la circulation, mais beaucoup moins que si on avait dû couper la circulation, puisqu'on passera dessous. Donc ce giratoire sera l'occasion de tester un rond-point, parce qu'à terme, de toute façon, ce carrefour deviendra un rond-point comme le rond-point de la gendarmerie, hein, à peu près. Donc voilà, il va y avoir des informations dans les journaux, sur les sites des différentes collectivités concernées, sur les radios, etc. etc. Mais, bien sûr, les riverains seront informés par tract et pourront donner leur avis sur ce rond-point qui, de toute façon, sera inéluctable dans les 3 ans qui viennent. Alors, autant qu'on prenne les enseignements de ce fonctionnement. Deuxième actualité locale, le pôle d'échange intermodal. Alors, le pôle d'échange intermodal, qu'est-ce que c'est? L'intermodalité, c'est de créer un lieu de convergence et d'interconnexion entre différentes sources ou modes de transport. Donc ça peut être le train, bien sûr, la voiture, hein, le parking navette, les transports en commun, les vélos, le covoiturage, l'autopartage, enfin tout ce qui peut générer la mobilité. Le pôle intermodal, donc, il est situé bien sûr à côté de la gare, et le parking de la navette, qui était place du 8 mai, va muter sur cet espace. La gare routière va se situer là, donc bref, tout pourra converger vers là, et puis les pistes, notamment les pistes cyclables d'Aurillac, partiront du pôle intermodal, mais aussi les transports en commun, enfin voilà. Donc c'est un outil de développement. Un exemple très concret sur un habitant de la CABA, un habitant de la commune des Reims par exemple, s'il veut se rendre à Aurillac, il peut prendre la ligne C, hein, la ligne périurbaine, qui l'amènera sur le pôle d'échange intermodal. Et puis là, en fonction des endroits où il veut aller, s'il veut partir de la ville pour aller à Saint-Flour, à Mauriac, Paris, il aura le train ou les bus quand le train ne fonctionne pas, les bus de la région. S'il veut aller en centre-ville, il aura les transports en commun. Il pourra louer des vélos, possible, mais aussi il pourra faire du covoiturage, puisqu'il y aura aussi une aire où il peut s'entendre avec un covoitureur. Bref, tout sera possible à partir de ce pôle d'échange intermodal
pour assurer les mobilités par les différents moyens de déplacement qui peuvent exister et au privilège surtout de ne pas avoir à augmenter le nombre de véhicules dans le centre ancien. L'architecte, donc Monsieur Kotnikov, va suivre et vous présenter la réalisation de ce projet et vous expliquer un peu, démystifier ce qu'est un pôle d'échange intermodal. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon week-end, bonne fête du 1er mai, et puis je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. En termes de délai, on tient notre planning général et donc aujourd'hui l'essentiel des nuisances occasionnées par le chantier sont ici sur la place Sémar, et donc on est pour l'instant dans l'idée de restituer d'ici à la fin mai un fonctionnement de la place Sémar qui ne sera pas tout à fait complet. Alors le pôle d'échange intermodal, c'est vrai que c'est un terme un peu compliqué, puis c'est un peu long. Alors nous, il a même un petit nom encore plus compliqué, c'est le PEI, on l'appelle PEI à l'agence. Donc l'aménagement, l'idée générale, c'est que on va ici sur la place de la gare et puis sur l'ensemble de la friche ferroviaire qui court jusqu'au prisme, on va reconcentrer les principales fonctionnalités de transport de la CABA. Donc le ferroviaire évidemment, et il y a tout un travail de réorganisation de l'offre bus et car qui va être concentré autour de l'ancienne halle Cernam qui va devenir une gare routière. Et l'objet de l'aménagement, ça va être ensuite de fluidifier l'ensemble des échanges entre ces deux modes de transport lourd. Aujourd'hui, l'intégralité du trafic, elle est en haut du talus. Dans le cadre du projet, on va avoir une mise à sens unique partielle de cette voirie qui va devenir plutôt à destination résidentielle, c'est pour les riverains. L'essentiel de la voirie va passer au pied du talus. Ah oui, mais j'ai grandi à Belbex, j'ai encore mes parents à Belbex, donc je suis passé tous les jours, matin et soir, par cette place pour aller au lycée. Le projet a été dessiné par aussi des Aurillacois. Et donc on était très attachés à essayer de livrer ici, en descendant du train, un nouveau paysage qui soit un peu à la hauteur de tout ce qu'on a vu avant et à la hauteur du petit pincement qu'on a quand on passe le Lioran et qu'on arrive dans la vallée. L'idée, c'est d'essayer de remettre la place Sémar au niveau des grands espaces publics emblématiques du centre-ville d'Aurillac. Donc ici on est vraiment dans l'espace public du 21e siècle, le plus pratique et le plus fluide possible, le moins encombré possible, avec du coup ce rapport entre la place de la voiture et la place du piéton qui évolue un peu, plutôt en faveur de ce qu'on appelle les modes actifs, donc piéton et cycle. Et puis après il y a toute la partie qui est autour de la halle Cernam sur la friche ferroviaire qui longe les voies jusqu'au rond-point de l'Esculier, où là l'idée ça a été plutôt de rester, d'essayer de minimiser l'impact de l'infrastructure, d'être au maximum dans la nature. Notre hypothèse initiale, c'était d'essayer d'inscrire le talus un peu dans le paysage qu'on pouvait avoir en face. Donc on est sur un paysagement un peu rustique. Oui, alors le choix du réemploi de rails qui était avant dans la friche ferroviaire, c'est un choix qui couvre l'ensemble des 800 mètres. On va le retrouver aussi sur les aménagements autour de la halle. Et ça s'inscrit plus généralement dans l'idée d'essayer de faire avec l'existant, de considérer que les terrains de projet tels qu'on en hérite, ils sont imparfaits et à corriger, pas tout à fait adaptés à ce qu'on veut en faire, mais qu'ils ont quand même de la valeur et qu'ils peuvent, par exemple, servir de gisement de matières premières pour les nouveaux réaménagements. Voilà, c'est ça, il y a une mise en abîme. En gros, quand on a fait la halle de marchandises, on a fait ça simple, on a fait ça bien et simple. Et aujourd'hui, quand on la réaménage alors que c'était pas prévu, on est tenu à une certaine frugalité dans les aménagements. Et on se retrouve de nouveau dans cette logique-là.
Donc ici on est sur le futur parking relais qui va remplacer celui qui est sur la place du 8 mai. Et puis de l'autre côté de la halle, entre la halle et la gare ferroviaire, on aura un parking voyageur. Là, ce qu'ils sont en train d'installer, c'est le dispositif qui va permettre de stocker des eaux pluviales sous chaussée.